Bonjour, nous allons rendre hommage à Guy de Maupassant. Alors, Guy de Maupassant, c'est un auteur qui naît en 1850, durant la Deuxième République, et qui meurt fou à 42 ans, en 1893, sous la présidence de Sadi Carnot, lui-même assassiné l'année suivante par un anarchiste italien. L'anarchie, durant la Troisième République, semait la terreur, comme les jeunes barbus d'aujourd'hui qui grouillent à nos portes. On remarque souvent, d'ailleurs, que des gens très célèbres, qui appartiennent à un patrimoine culturel et historique, sont le plus souvent morts très jeunes, au point d'en être troublants. Les progrès de la science, la vie moderne, nous semblent donner le temps. Cela n'était pas le cas autrefois. Auteur et journaliste français, bien que père de famille, c'est un solitaire, forcené, désabusé par toute forme d'association humaine. Il dit très bien qu'il rejette en bloc les partis politiques et religions, toute forme de romantisme. Chaud lapin, putassier, fréquentant assidûment tous les bordels d'alors, et en l'absence d'antibiotiques à l'époque, la syphilis l'emportera bien jeune. Disciple de Flaubert, ami de Zola, il est l'un des maîtres du réalisme, bien qu'il rejette toute appartenance à un style littéraire. Ses écrits sont souvent assez sordides, très noirs, un penchant notoire pour les saletés de l'âme humaine. Les rapports sociaux sont souvent basés sur la dureté, le désir sexuel, la peur, l'angoisse, la défiance, la vengeance, la curiosité malsaine, les conséquences de la guerre ou de l'accident handicapant. Il fut marqué d'ailleurs, comme Alphonse Daudet, par la guerre de 1870. Plusieurs de ses nouvelles s'y rapportent, comme La mer sauvage à titre d'exemple. La morale la plus élémentaire est quasi absente de ses textes, comme la psychologie. Une écriture dense, rapide, condensée, efficace pour poser décor et faits. C'est un maître du style de la nouvelle. La narration est tantôt à la première ou troisième personne. La diversité des thèmes rend l'œuvre curieuse et enjouée. La drôlerie des situations est souvent sous-jacente. Son attrait pour le fantastique le rend moderne. On ne sort pas indemne de ces histoires, mais on a une envie folle d'y retourner. La qualité de son écriture est comme une drogue. Chaque nouvelle fait songer à une pochette surprise pour adultes. Dans l'extrait de la nouvelle dont je vais vous donner lecture, il se demande s'il est fou ou son interlocuteur. C'est émouvant quand on sait comment il a fini 10 ans plus tard. Son activité artistique, 6 romans et plus de 300 nouvelles, s'échelonne, telle une fulgurance, en une seule décennie, les années 1880. C'est à peine croyable. On se demande comment ces hommes pouvaient faire tant de choses en si peu de temps. Mais il est vrai, à l'époque, pas de portable, d'ordinateur, de tablette, de télé, d'applications, de radio, de consommation de bagnoles, de charter, enfin de tout ce qui mobilise aujourd'hui. Il est l'un des auteurs les plus adaptés à l'écran, bien qu'il soit mort avant l'invention du cinéma. Notamment sa fameuse nouvelle Boule de Suif, coup d'essai en 1880, coup de maître. Qu'est-ce que c'est que Boule de Suif? Eh bien, c'est une prostituée parisienne, assez rondelette, qui est patriote et fuit l'avancée des Prussiens. Elle prend une diligence de 6 chevaux et se retrouve au milieu de bourgeois. Il s'arrête dans une auberge, mais celle-ci est déjà occupée par les Prussiens. Et comme Boule de Suif est mignonne, l'officier prussien la remarque et veut la mettre dans son lit. Mais elle s'y refuse catégoriquement, et du coup le groupe de voyageurs est bloqué. Alors à tour de rôle, les bourgeois, voulant se sortir de cette impasse, tentent de la convaincre de céder à l'occupant. Voilà le thème de la nouvelle. Il faut absolument voir la version de 1945 de Christian Jacques, avec mon idole Micheline Prel, et une pléiade de grands comédiens que j'aime tant, Alfred Adam, Louis Salou, Pierre Palot, Jean-Cy Noël, Bert Bovy, Gabriel Fontan, Jean Brochard, enfin un pur régal, une panacée. Enfin les années 40 sont pour moi sans conteste l'âge d'or du cinéma. D'ailleurs les 3 plus grands films français ont été tournés pour moi entre 1939 et 1945, et je pèse mes mots. Même si Lou Berry et ses camarades étaient excellents dans le rôle-titre en 2011, pour la série chez Maupassant. Très très bonne série d'ailleurs, presque digne des anciens. Son physique correspondait d'ailleurs mieux au personnage décrit par l'auteur, mais bon, Micheline est mon idole, et doyenne des actrices françaises à l'époque. Je vais vous donner lecture d'un extrait des Contes de la Bécasse, sorti en 1883. Extrait d'une nouvelle intitulée Menuet. Il est question ici d'un jeune étudiant qui rencontre dans les jardins du Luxembourg, dans le 5e arrondissement de la capitale, un vieux monsieur étonnant. Il faut préciser qu'il évoque ici une culotte à pont, c'est un pantalon court et collant, pratique pour la danse, et la couleur intitulée tabac d'Espagne qui est un roux clair.
Donc après une petite parenthèse musicale, nous allons vous lire le texte. J'ai 50 ans. J'étais jeune alors, et j'étudiais le droit. Un peu triste, un peu rêveur, imprégné d'une philosophie mélancolique, je n'aimais guère les cafés bruyants, les camarades braillards, ni les filles stupides. Je me levais tôt, et une de mes plus chères voluptés était de me promener seul, vers 8 heures du matin, dans la pépinière du Luxembourg. Vous ne l'avez pas connue, vous autres, cette pépinière. C'était comme un jardin oublié de l'autre siècle, un jardin joli, comme un doux sourire de vieille. Des haies touffues séparaient les allées étroites et régulières, allées calmes, entre deux murs de feuillage taillés avec méthode. Les grands ciseaux du jardinier alignaient sans relâche ces cloisons de branches, et de place en place on rencontrait des parterres de fleurs, des plates-bandes de petits arbres rangés comme des collégiens en promenade, des sociétés de rosiers magnifiques ou des régiments d'arbres à fruits. Tout un coin de ce ravissant bosquet était habité par les abeilles. Leurs maisons de paille, savamment espacées sur des planches, ouvraient au soleil leurs portes grandes comme l'entrée d'un dé à coudre. Et on rencontrait tout le long des chemins les mouches bourdonnantes et dorées, vraies maîtresses de ce lieu pacifique, vraies promeneuses de ces tranquilles allées en corridor. Je venais là presque tous les matins. Je m'asseyais sur un banc et je lisais. Parfois, je laissais retomber le livre sur mes genoux pour rêver, pour écouter autour de moi vivre Paris et jouir du repos infini de ses charmilles à la mode ancienne. Mais je m'aperçus bientôt que je n'étais pas seul à fréquenter ce lieu dès l'ouverture des barrières. Et je rencontrais parfois nez à nez, au coin d'un massif, un étrange petit vieillard. Il portait des souliers à boucles d'argent, une culotte à pont, une redingote tabac d'Espagne, une dentelle en guise de cravate et un invraisemblable chapeau gris à grands bords et à grands poils qui faisait penser au déluge. Il était maigre, fort maigre, anguleux, grimaçant et souriant. Ses yeux vifs palpitaient, s'agitaient sous un mouvement continu des paupières. Et il avait toujours à la main une superbe canne à pommeau d'or, qui devait être pour lui quelque souvenir magnifique. Ce bonhomme m'étonna d'abord, puis m'intéressa outre mesure. Et je le guettais à travers les murs de feuilles. Je le suivais de loin, m'arrêtant au détour des bosquets pour n'être point vu. Et voilà qu'un matin, comme il se croyait bien seul, il se mit à faire des mouvements singuliers. Quelques petits bonds d'abord, puis une révérence, puis il battit de sa jambe grêle un entrechamp encore alerte. Puis il commença à pivoter galamment, sautillant, se trémoussant d'une façon drôle, souriant comme devant un public, faisant des grâces, arrondissant les bras, tortillant son pauvre corps de marionnette, adressant dans le vide de légers saluts attendrissants et ridicules. Il dansait. Je demeurais pétrifié d'étonnement, me demandant lequel des deux était fou, lui ou moi. Mais il s'arrêta soudain, s'avança comme font les acteurs sur la scène, puis s'inclina en reculant avec des sourires gracieux et des baisers de comédienne qu'il jetait de sa main tremblante aux deux rangées d'arbres taillés. Et il reprit avec gravité sa promenade. À partir de ce jour, je ne le perdis plus de vue, et chaque matin, il recommençait son exercice invraisemblable. Une envie folle me prit de lui parler. Je me risquai, et l'ayant salué, je lui dis « Il fait bon aujourd'hui, monsieur. » Il s'inclina. « Oui, monsieur.
C'est un vrai temps de jadis. 8 jours après, nous étions amis, et je connus son histoire. Il avait été maître de danse à l'opéra du temps du roi Louis XV. Sa belle canne était un cadeau du comte de Clermont. Et quand on lui parlait de danse, il ne s'arrêtait plus de bavarder. Alors voilà qu'un jour, il me confia. J'ai épousé la castrice, monsieur. Je vous présenterai si vous voulez. Mais elle ne vient ici que sur le tantôt. Ce jardin, voyez-vous, c'est notre plaisir et notre vie. C'est tout ce qu'il nous reste d'autrefois. Il nous semble que nous ne pourrions plus exister si nous ne l'avions point. Cela est vieux et distingué, n'est-ce pas? Je crois y respirer un air qui n'a point changé depuis ma jeunesse. Ma femme et moi, nous y passons toutes nos après-midi. Mais moi, j'y viens dès le matin, car je me lève de bonne heure. Dès que j'eus fini de déjeuner, je retournai au Luxembourg. Et bientôt j'aperçus mon ami qui donnait le bras avec cérémonie à une toute vieille petite femme vêtue de noir, et à qui je fus présenté. C'était la castrice, la grande danseuse aimée des princes, aimée du roi, aimée de tout ce siècle galant, qui semble avoir laissé dans le monde une odeur d'amour. Nous sommes assis sur un banc de pierre. C'était au mois de mai. Un parfum de fleurs voltigeait dans les allées proprettes. Un bon soleil glissait entre les feuilles et semait sur nous de larges gouttes de lumière. La robe noire de la castrice semblait toute mouillée de clarté. Le jardin était vide. On entendait au loin rouler des fiacres. Expliquez-moi donc, dis-je au vieux danseur, ce que c'était que le menuet. Il tressaillit. Le menuet, monsieur, c'est la reine des danses. Et la danse des reines, entendez-vous? Depuis qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus de menuet. Et il commença, en style pompeux, un long éloge dithyrambique, auquel je ne compris rien. Je voulus me faire décrire les pas, tous les mouvements, les poses. Il s'embrouillait, s'exaspérant de son impuissance, nerveux et désolé. Et soudain, se tournant vers son antique compagne, toujours silencieuse et grave, « Élise, veux-tu, dis, veux-tu, tu seras bien gentille. Veux-tu que nous montrions à monsieur ce que c'était ?» Elle tourna ses yeux inquiets de tous les côtés, puis se leva sans dire un mot, et vint se placer en face de lui. Alors, je vis une chose inoubliable. Ils allaient et venaient avec des simagrées enfantines, se souriaient, se balançaient, s'inclinaient, sautillant pareil à deux vieilles poupées qu'aurait fait danser une mécanique ancienne, un peu brisée, construite au jadis par un ouvrier fort habile, suivant la manière de son temps. Et je le regardais, le cœur troublé de sensations extraordinaires, l'âme émue d'une indicible mélancolie. Il me semblait voir une apparition lamentable et comique, l'ombre démodée d'un siècle. J'avais envie de rire et besoin de pleurer. Tout à coup, ils s'arrêtèrent. Ils avaient terminé les figures de la danse. Pendant quelques secondes, ils restèrent debout l'un devant l'autre, grimaçant d'une façon surprenante. Puis ils s'embrassèrent, en sanglotant. Je partais 3 jours après pour la province. Je ne les ai point revus. Quand je revins à Paris 2 ans plus tard, on avait détruit la pépinière. Que sont-ils devenus sans le cher jardin d'autrefois, avec ses chemins en labyrinthe, son odeur du passé et les détours gracieux des charmilles? Sont-ils morts? Errent-ils par les rues modernes comme des exilés sans espoir? Dansent-ils, spectres falots, un menuet fantastique entre les cyprès d'un cimetière, le long des sentiers bordés de tombes, au clair de lune? Leurs souvenirs me hantent, m'obsèdent, me torturent, demeurent en moi comme une blessure. Pourquoi?
Je n'en sais rien. Vous trouverez cela ridicule, sans doute.